Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les tissus SEG pour Kessonville. Je m'appelle Malken Ryan de FESPA et je remercie nos partenaires d'aujourd'hui, FK, TTS et Durst. Pour ce webinaire sur un sujet très important, quelque chose de primordial pour la communauté FESPA, les marchés de l'affichage, les arts graphiques, l'environnement dans lequel nous évoluons tous pour les expositions et les événements. Les points de vente également, les questions lumineuses font vraiment partie de votre quotidien. Nous sommes donc ici pour discuter de l'industrie et aborder les défis auxquels elle est confrontée. Vous pouvez voir sur cette première image une mauvaise combinaison. Ici, nous observons une mauvaise combinaison de tissus, de câbles et de LED. Nous allons donc discuter aujourd'hui avec l'équipe des défis, des questions et des expériences. Cette présentation est en direct. Donc, bon après-midi depuis les Pays-Bas. Cette présentation est en direct. Nous avons des modérateurs en quiz, alors n'hésitez pas à participer à la conversation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions tout au long de l'événement, mais il y a aussi des modérateurs BFK, Durst et Pexo Trade Service qui pourront vous répondre directement pendant la discussion. Il y aura également des sondages, donc c'est interactif. Alors pour toute question, merci de les mettre dans le chat. Mais concernant les sondages, il y en aura 3, alors s'il vous plaît, participez et nous partagerons les résultats tout au long de l'événement. Tout d'abord, je suis vraiment ravi d'être accompagné par des experts du secteur. Nous avons Brandy ici de Texo Trade Service, Harold BFK et Hans de Durst. Bienvenue dans la discussion, Brandy. Parlez-nous un peu plus de Texo Trade Service. Eh bien, je suis Brandy. Je suis chef de produit chez TPS et je suis responsable de la gamme de textiles et de finitions. TPS est situé aux Pays-Bas, près de Rotterdam. Nous avons également des filiales en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie. Et nous sommes le leader du marché en Europe dans le domaine des textiles imprimables numériquement pour la communication visuelle. Hans, tout d'abord, bienvenue. Merci. Bonjour à tous du matin. Je m'appelle Hans van Berhorst. J'ai presque 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'impression graphique grand format. Actuellement, je travaille sur le marché néerlandais en tant que responsable clientèle pour Dors Benelux. Donc, je m'occupe des clients existants et des nouveaux clients. Chez Dors, tout tourne autour de la solution sur mesure. Rien n'est standard, ce qui en fait aussi une industrie très agréable et présente dans laquelle travailler. Quelques mots sur Dors, l'un des principaux fabricants de technologies d'impression numérique et de production. Bien sûr, une entreprise italienne basée au Tyrol, ce qui constitue notre héritage. Et depuis, l'année prochaine, cela fera 90 ans que nous proposons différentes solutions pour divers segments industriels. Bien sûr, l'impression graphique grand format, la céramique, l'impression sur verre, l'impression d'étiquettes, l'industrie de l'emballage également, et bien sûr, l'impression textile, avec un accent clair sur le jet d'encre. Puis également sur les encres UV et à base d'eau. Fantastique, bienvenue dans la discussion. Et Harold, FK, parlez-nous un peu plus d'FK. Je m'appelle Harold Claard. Chez FK, je suis responsable du chiffre d'affaires à l'export. Chez FK, nous sommes spécialistes des cadres textiles et pour produire ces cadres, nous avons du stock. Nous avons 350 km de profilés en stock. Un pro couleur blanc, un jarret noir. Nous produisons donc des cadres textiles de toute forme et de toute taille. Et ce que nous constatons ces dernières années, c'est que ces cadres sont de plus en plus éclairés. Nous proposons donc 2 types d'éclairage, l'éclairage latéral. Dans ce cas, les LED sont placées en bas et en haut, ou alors en rétroéclairage, où elles sont positionnées sur la paroi arrière. Fantastique, nous sommes ici pour parler des questions lumineuses. Alors, lançons la discussion. Quels sont tes clients, Harold? Vos clients sont uniquement des revendeurs, principalement des imprimeurs grand format, des fabricants d'enseignes, des aménageurs d'intérieur standards, et nous nous occupons du capre tandis que nos clients s'occupent de l'impression. Donc, c'est la combinaison, le produit complet. Fantastique. Nous sommes donc ici. Nous allons donc commencer avec le premier sondage. Bienvenue donc au webinaire. Le premier sondage commence maintenant. Merci de nous rejoindre. Quel type d'entreprise représentez-vous?
Poursuivons la conversation, Harold. On finit les produits. Dans le passé, ces produits étaient uniquement utilisés pour la publicité, mais on constate de plus en plus qu'ils sont aussi utilisés pour la décoration intérieure. En ce qui concerne la décoration intérieure, ils sont très souvent utilisés en combinaison avec un matériau acoustique placé derrière l'impression et dans le cadre. Aujourd'hui, nos clients vendent principalement ces produits au magasin. En outre, on les voit dans les aéroports, on les voit beaucoup dans les bureaux et surtout lors d'événements également. Et ces dernières années, beaucoup de nos clients, ils font du business vers le marché des particuliers. Donc, si vous regardez du côté des consommateurs, il arrive parfois qu'on les retrouve aussi à la maison. En attendant que les résultats du sondage arrivent. L'industrie est tellement créative. Tout commence par une image. Randy, parle-moi un peu plus des technologies d'impression sur les tissus. Eh bien, on peut imprimer avec des encres UV, latex, solvant ou par sublimation. Mais nous ne recommandons pas le latex ou le solvant, parce que l'intensité des couleurs qu'on obtient sur la boîte lumineuse n'est pas suffisante. Donc, nous recommandons d'utiliser l'impression UV ou l'impression par sublimation pour mieux obtenir les meilleures couleurs. Des effets, avec UV, on peut imprimer sur un tissu non enduit, ce qui donnera un résultat qui peut être moins bon que lorsque vous imprimez sur un tissu enduit. Parce que dans ce cas, l'intensité des couleurs est bien plus forte et plus profonde. Et avec la sublimation, on imprime sur un tissu non enduit, car sinon la sublimation ne fonctionnera pas, évidemment. Mais il peut y avoir un enduit au dos du tissu afin d'obtenir une meilleure diffusion de la lumière. On peut imprimer en direct que par transfert et sur du tissu tricoté ou tissé. Fantastique. Merci pour vos réponses au sondage. Quel type d'entreprise représentez-vous? Les résultats montrent que 50% d'entre vous viennent d'une entreprise d'impression grand format, 7% du secteur de la signalétique et un secteur vraiment important à la construction de stands. Donc, 17% d'entre vous nous rejoignent également depuis la communauté de la construction de stands. Une chose concernant FESPA, je me prépare pour FESPA, donc la construction de stands est dans nos esprits en ce moment. Et fait intéressant, nous avons aussi des personnes venant du secteur des bureaux et des installateurs de projets. Donc, ces antérieurs d'espace de travail. Merci donc à tous de nous rejoindre depuis C. Secteur d'activité. Harold, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'aspect visuel est important. Nous adorons la créativité. J'adore l'impact des caissons lumineux dans un environnement visuel, peu importe où c'est. Quelles erreurs as-tu pu observer? Eh bien, on peut voir beaucoup d'erreurs. Peut-être qu'on peut aussi les voir sur la photo. Ce qu'il est important de savoir, c'est la combinaison entre l'impression et le caisson lumineux. Dans ce cas, vous avez un bon caisson lumineux, mais la combinaison avec de grandes surfaces de couleur unie ne fonctionne pas avec un éclairage latéral. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Dans le caisson lumineux, donc, si vous utilisez ce caisson lumineux avec une impression très colorée, vous n'aurez aucun problème. Si vous souhaitez l'utiliser avec cette impression, nous vous conseillerions d'opter pour un rétroéclairage dans ce cas. Le principal avantage de l'éclairage latéral, c'est que vous pouvez l'expédier à plat et que vous pouvez facilement le monter sur place, par exemple lors d'un salon. Mais si vous voulez être sûr, on ne sait jamais quel type d'impression sera placé dans le cadre à l'avenir. Si vous voulez être certain d'une combinaison réussie, le rétroéclairage est la meilleure option. Et pour vous, il se peut que vous reconnaissiez des situations venant du public, vous pourriez reconnaître des situations qui ne répondent pas aux attentes. N'hésitez donc pas à partager vos commentaires dans le chat concernant les technologies et les caissons lumineux. Nous avons un peu parlé des tissus et de l'éclairage. Le tissu est extrêmement important. Vous avez mentionné les tissus tissés et tricotés. Pouvez-vous expliquer les différences, s'il vous plaît? Eh bien, la plupart des textiles utilisés pour la signalétique souple sont des tissus tricotés, comme le drapeau, le display ou le blackback. Et les tissus tricotés offrent un peu d'élasticité mécanique, comme on l'appelle, et ils peuvent être découpés au couteau ou à froid, sans effilocher.
Et l'élasticité ainsi que la découpe à froid sont de vrais avantages que les imprimeurs apprécient dans les cadres SEC. Et le tissu tissé est le choix le plus logique pour les applications de linéaire. Pour les questions lumineuses, car les tissus tricotés ont tendance à être plus ouverts et présentent des petits trous. Comme vous pouvez le voir aussi sur la photo, on voit toutes les LED qui brillent à travers. Cela peut être résolu en utilisant un tissu tricoté plus lourd et plus dense. Cependant, les tissus tissés sont généralement plus fermés et présentent moins de petits trous, ce qui en fait le choix privilégié pour le rétroéclairage. L'inconvénient d'un tissu tissé, c'est qu'il s'effiloche lorsqu'il est découpé à froid. Cela peut être résolu par une découpe au laser ou à chaud. Comme montré sur la photo, vous pouvez aussi le surfiler avec une bande. Lors d'une découpe à froid. J'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Merci. Sondage numéro 2. À l'audience, alors, quelle technologie d'impression utilisez-vous le plus souvent sur vos tissus pour des applications rétroéclairées? Et ce sondage est maintenant en ligne, donc merci de répondre pendant que nous attendons les résultats. Levez la main. En ce qui concerne le choix des machines, pourquoi l'encre UV? Pourquoi la sublimation? Comme Bondy a déjà expliqué, deux des technologies les plus courantes pour l'impression textile sont UV et la sublimation. Les deux présentent des avantages, bien sûr, des inconvénients, tout dépend vraiment de l'application et du matériau. Si l'on se concentre sur l'impression UV, les encres UV sont séchées à la lumière UV, ce qui est en fait un procédé très rapide, immédiatement prêt aussi pour un traitement ultérieur. Dans le flux de production, un autre avantage de l'UV, c'est qu'il peut couvrir une large gamme de supports, donc c'est une technologie très polyvalente avec de bonnes caractéristiques. Aucune chaleur n'est utilisée pour le durcissement, ce qui évite également les chocs thermiques sur le support ou la déformation du matériau pendant l'impression ou le séchage. En général, avec l'UV, il y a une sortie de couleur très stable sur les machines, ce qui simplifie aussi le processus de profilage des couleurs, ce qui est vraiment un avantage pour garantir la cohérence de votre production. Et bien sûr, en particulier pour l'application rétroéclairée, c'est un procédé d'impression très stable. Bien qu'il y ait aussi quelques inconvénients, cela peut dégager une forte odeur, donc c'est un point à noter. Dans des pièces peu ventilées ou dans des environnements de production, cela peut être moins confortable. Il est toujours nécessaire d'appliquer un pré-traitement ou un revêtement pour garantir une bonne adhérence de l'encre. Et nous y reviendrons plus tard, comme l'a également mentionné Brandy, si vous avez une bonne adhérence, au moins lors du transport du matériau, ou si vous le pliez, il y a toujours un risque. Avec un revêtement sur le dessus, il y a aussi le risque que l'image imprimée se fissure avec ce craquellement blanc typique des encres UV. La sublimation, bien sûr, est une technique où les encres se transforment en gaz et pénètrent réellement dans le textile, qui est généralement un matériau à base de polyester, ce qui est nécessaire pour cette technologie. Elle offre une vivacité et une intensité des couleurs exceptionnelles, inégalées pour cette technologie. Bien sûr, il n'y a pas d'odeur, pas de senteur, ce qui est aussi plus confortable dans un environnement de production. Bien entendu, on peut plier les tissus sans aucun dommage, ce qui rend l'expédition sous forme de petits colis très pratiques pour vos clients. Pour les inconvénients, un procédé plus difficile ou plus complexe, il y a toujours de la chaleur impliquée, il y a aussi plus d'étapes pour fixer les encres. Et selon le type de textile ou de matériau, il peut y avoir des déformations qui se produisent pendant le processus, avec le rétrécissement et l'étirement. Et ce que j'aime vraiment, si on pense à l'industrie, c'est qu'on a fait beaucoup de chemin, surtout. Ces 5 dernières années, les technologies ont énormément évolué. On se souvient de ces environnements de production d'il y a 5 ou 10 ans. Grâce aux technologies, aux innovations qui arrivent, alors cela rend vraiment ces espaces de vente, ces environnements où le produit fini est utilisé, des lieux très agréables à fréquenter.
Je suis tout à fait d'accord. Et nous comprenons aussi mieux quels facteurs ont un impact. Pendant la production, ce qui influence le résultat final. Et comme tu l'as dit, avec le développement de la technologie, nous avons de plus en plus de contrôle et de compréhension des facteurs et de ce qui cause ce défi. Donc, cela aide vraiment. Une autre public est d'accord. Alors, en ce qui concerne les technologies d'impression, 39% de notre public utilise UV et 61% avec du SOP. Parmi les technologies disponibles. Donc, merci beaucoup pour le deuxième sondage. Harold, les technologies d'impression. La technologie d'impression a-t-elle une influence sur le choix de la Lightbox? Non, ce n'est pas la technologie d'impression, mais plutôt les tissus. Peut-être que tu peux montrer l'image. Si tu regardes l'image, oui, c'est la bonne. Ici, tu vois une photo avec un tissu à structure ouverte. Et une structure ouverte est parfaite lorsque tu as un cadre textile non rétroéclairé avec, par exemple, un matériau acoustique à l'intérieur. Mais si tu l'utilises en combinaison avec BLED, alors tu verras les points lumineux BLED. Donc, n'utilise jamais une telle combinaison pour une Lightbox. Excellent. Passons maintenant aux applications biotechniques. Il y a une question courante que j'entends souvent. De la part du public, c'est au sujet de l'impression directe sur tissu. Brandy, du point de vue de TTS, pourquoi utiliser la sublimation par bain de teinture et non le transfert direct? Eh bien, les deux options sont possibles. Et avec le papier transfert, il faut une forte charge d'encre pour obtenir une bonne intensité de couleur. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser un papier transfert plus épais et à séchage rapide pour garantir un processus d'impression stable et maîtrisé. Mais pour obtenir des couleurs profondes et éclatantes, qui restent également vives lorsque le rétroéclairage est allumé, il faut que l'encre pénètre plus profondément dans le tissu. Cela est plus facilement réalisable avec l'impression par sublimation directe. Donc, les deux options sont possibles et lorsqu'elles sont associées au bon tissu, les deux techniques permettent de réaliser de magnifiques caissons lumineux parfaits. Les images que nous voyons actuellement à l'écran. Eh bien, c'est lorsque vous avez la sublimation directe, c'est-à-dire lorsque l'encre n'est pas suffisamment sèche. C'est donc un processus difficile ou un défi, appelons-le comme ça, avec un contact direct. C'est que l'encre n'a pas le temps de sécher correctement. Du coup, l'encre va s'imprimer lorsqu'on enroule le tissu dans la machine. Et c'est justement ce que vous voulez éviter, bien sûr, le transfert d'encre. Parce que dans un caisson lumineux, le moindre défaut est visible. Et un autre défi avec la sublimation, c'est que, eh bien, aussi bien en direct qu'en transfert, il y a la migration de l'encre. Et c'est un phénomène imprévisible et qui peut gâcher l'impression. Les textiles enduits sont généralement plus sensibles à la migration de l'encre parce que le revêtement agit comme un catalyseur pour l'encre. Mais aussi, comme vous pouvez le voir sur la photo, la bande PVC peut également agir comme un catalyseur. Donc, cela dépend de l'encre, de la fixation de l'encre, de la bande et de la façon dont le tissu est stocké. Puis un test à long terme avec le tissu et la bande en place. Il est important d'éviter ce genre de déconvenus. Nous sommes vraiment ici aujourd'hui. La collaboration, nous assistons à une collaboration directe au sein de l'industrie. Pence? Comment fais-tu pour t'assurer et comment se déroulent les discussions parce que tu fais face à des défis? Il y a des défis dans l'industrie concernant le rétrécissement, la migration de l'encre, la déviation des couleurs, comme nous l'avons également évoqué. Dis-nous en plus sur la collaboration entre Durst et des entreprises comme TTS. Oui, surtout pour un fabricant de machines. La collaboration avec un fournisseur de support comme TTS est essentielle, cruciale, vraiment indispensable pour nous. Chez Durst, nous testons minutieusement différents matériaux, ce qui est vraiment important pour analyser les caractéristiques. Comment se comporte-t-il dans la machine? Comprendre le revêtement, le pré-traitement du matériau, quel est l'impact, la structure du matériau, c'est très important avec les propriétés d'élasticité. Les caractéristiques de rétrécissement. Et bien sûr, comment réagissent-ils aussi avec nos encres dans la machine?
Et comment réagissent-ils à l'ensemble du processus d'impression? Bien sûr, cela aide à identifier ces problèmes, à valider. Comme mentionné précédemment, la migration de l'encre, l'effet de courbure, le rétrécissement, l'effet de pulvérisation, ce sont tous des phénomènes très typiques de l'impression par désublimation qui peuvent survenir lors de l'impression. Et bien sûr, il est crucial, dès le début, de trouver la bonne solution pour tous nos clients. Et du côté de FESPA, je suis encouragé de voir cette collaboration entre les fournisseurs car le plus grand impact pour l'un de vos clients se situe au niveau de la production. C'est lorsque ces machines ne fonctionnent pas. C'est lorsqu'ils sont confrontés aux problèmes de gaspillage. Et c'est quelque chose que nous voulons conseiller. C'est vraiment formidable de voir que vous collaborez afin de pouvoir minimiser ces cauchemars de production. Et je les qualifierais vraiment de cauchemars de production dans l'industrie de l'impression. Mais merci beaucoup de notre part à vous tous, simplement pour avoir mis en place ces collaborations et pour le fait que vous travaillez tous ensemble également. Pour continuer, il est évident qu'il y a des avantages incroyables à avoir à la fois la sublimation, l'impression textile, l'impression directe sur tissu, l'impression directe sur transfert. Hans, parle-moi un peu plus du processus de fixation, parce que concernant calendrier interne et externe. Donc, quels sont les choix derrière cela? Parce qu'on va regarder la vitesse, la flexibilité, le coût. Alors, parlez-nous un peu plus des calendriers par industrie. C'est un aspect intéressant, surtout spécifiquement pour le procédé de sublimation. Il y a deux options. Bien sûr, pour polymériser, pour fixer l'encre, il faut toujours de la chaleur. Cela peut se faire en ligne, cela peut se faire en externe. Pour deux méthodes généralement réalisées en externe avec des calendriers de Monty ou de Kerrip. Ce sont deux marques très connues et des machines très fiables. Mais les deux méthodes ont leurs propres exigences spécifiques qui doivent être adaptées au produit lui-même ou à l'application finale. Et bien sûr, aussi au support utilisé. Si l'on s'intéresse de plus près à la fixation en ligne, bien sûr, du point de vue de Dost, tout est combiné dans une seule machine, impression, fixation et polymérisation. Un processus rapide, très efficace, et le matériau sort, disons, prêt à être utilisé directement à la sortie de la machine. Aucune étape supplémentaire de polymérisation n'est nécessaire. Toutes les étapes s'enchaînent parfaitement les unes aux autres. Cela nécessite moins d'espace dans l'environnement de production. Et bien sûr, il y a une constance dans le résultat, ce qui, à mon avis, est essentiel pour tous nos clients. Il y a aussi quelques inconvénients, notamment lorsque vous changez souvent de support, c'est moins efficace. Parce que tout est en ligne, donc s'il y a beaucoup de changements de support, il est alors plus avantageux d'utiliser une calendrier externe. Bien sûr, c'est une machine séparée, c'est un procédé plus polyvalent. Disons, au final, la polyvalence. Avec de nombreux changements de support, c'est clairement un avantage. La chaleur est également très constante, tout comme le résultat. En revanche, bien sûr, cela nécessite plus d'espace. Dans un environnement ou une scène de production, et bien sûr, disons-le, cela implique des coûts d'exploitation plus élevés et ce n'est plus vraiment un luxe supplémentaire aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Donc, pour résumer, cela dépend vraiment de la vitesse dont vous avez besoin, de la flexibilité, de la quantité de changements de matériaux que vous avez dans votre production, ce qui détermine vraiment ce qui est le plus adapté. Merci beaucoup. Brandy, quels autres facteurs devrions-nous prendre en compte? Eh bien, les plieurs apprécient la possibilité de plier le tissu et de pouvoir expédier l'impression pliée dans une boîte plutôt qu'enroulée sur un tube. Donc, l'un des facteurs clés de succès pour le visuel à bord en silicone, c'est le coût de transport efficace. Comme on utilise une surface partielle au lieu d'une logistique en l'expédiant sur des tubes latéraux. Le risque, c'est que lorsque vous l'expédiez plié, cela peut créer des plis ou des marques. Et dans un caisson lumineux, tout est lisible, bien sûr, alors que lorsque vous avez seulement un couvercle frontal, peut-être que ce n'est pas autant lisible, mais cela reste possible selon le tissu et la technique d'impression. Mais d'autres. Avec UV, il faut faire attention en le pliant à ne pas fissurer l'encre. Et avec la sublimation,
Il faut aussi être conscient de la migration de l'encre, comme mentionné précédemment, et il peut être nécessaire de le plier dans un papier de protection. Quand on parle des problèmes courants, Hans, par exemple, quand tu regardes tes clients, quand tu observes une imprimante, j'entends souvent le mot « trait ». J'entends vraiment ce terme assez souvent. Peux-tu expliquer un peu ce que cela signifie? Oui, je peux. Ce que l'on observe assez fréquemment sur le marché, ce sont des déformations avec le textile, surtout avec impression par sublimation. Comme mentionné précédemment, la chaleur est nécessaire, ce qui pose différents défis. En ce qui concerne l'élasticité et le rétrécissement du matériau. Bien sûr, le rétrécissement est davantage lié à c'est le matériau qui, sous les faibles températures élevées, l'élasticité concerne davantage les hautes températures car il s'étire. Le rétrécissement, c'est plutôt quand il diminue de taille. En général, après la polymérisation, lorsque le matériau refroidit, il retrouve alors sa taille ou ses dimensions d'origine. C'est important de le faire. Pour éviter cela, il est important de choisir les bons réglages. Les bons réglages sur la machine, sur le moteur, la température, les temps de traitement sont essentiels, cruciaux pour l'ensemble de ce processus. Et nous sommes fiers de la collaboration que nous avons avec un fournisseur de support comme BTS, qui nous permet de contrôler et de surveiller ces aspects dès les toutes premières étapes, pour garantir une production FIB la plus efficace possible. Pour ce processus, simplement afin d'éviter ces problèmes et désagréments pour les clients. Merci. Vous m'avez vraiment éclairé aujourd'hui. Merci beaucoup. Harold, les cadres. Un cadre joue un rôle incroyablement crucial. C'est ce que l'on voit partout. C'est cet effet waouh. Vous savez, j'adore voir l'impact des affichages rétroéclairés. J'adore les voir. Dans un environnement gros cubique. FK, vous accompagnez. Comment aidez-vous les gens à faire les bons choix? Vous avez une approche unique à ce sujet. J'aimerais donc en savoir un peu plus sur l'histoire d'FK et sur la façon dont vous accompagnez réellement vos clients. Oui. Ce qui est important pour nous, c'est de rendre la vente de ces produits aussi simple que possible pour nos clients. Nous avons donc un configurateur en ligne. Ainsi, nos clients disposent d'un identifiant et ce configurateur possède une fonction de conseil. Il est donc facile de trouver le bout cadre directement sur Internet. Mais si vous avez un projet plus complexe, vous pouvez toujours appeler les experts de notre équipe Saline Salk et ils peuvent vous aider. Et ensemble, nous trouvons la solution adaptée à ce projet. De plus, pour aider nos clients, nous proposons des formations. Il est également possible que les clients les réalisent eux-mêmes, car pour nous, il est important qu'ils puissent donner les bons conseils aux utilisateurs finaux. Parce que si l'utilisateur final est satisfait, notre client l'est aussi, et nous le sommes également. Très bien. Voyez-vous des erreurs que les gens commettent? Oui, il y a beaucoup d'erreurs, et c'est ce que vous avez vu sur la photo tout à l'heure, bien sûr, avec par exemple des zones d'ombre. C'est alors une question de mauvaise combinaison, n'est-ce pas? Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte lors du choix du hitbox? Oui, lors du choix du hitbox, il est aussi important de savoir, par exemple, où se trouve la prise. Si vous voulez placer une hitbox devant la prise, cela n'a aucun sens de faire passer le câble à travers le cadre. Dans ce cas, il vaut mieux le laisser à l'intérieur, ou bien le faire passer par la paroi arrière. Et puis, ce qui est important aussi, si la prise se trouve, disons, à 1 mètre derrière la hitbox, il faut alors connaître la couleur du mur. Si vous avez un mur blanc, il faut évidemment mieux choisir un câble blanc. C'est pourquoi nous proposons un câble blanc, un câble noir, afin que les clients puissent choisir la couleur et la longueur du câble. De plus, il est important de savoir où vous placez la boîte à lumière. Que ce soit par exemple dans un restaurant où les gens dînent à côté de la boîte à lumière ou dans un bureau. Si vous n'avez pas de fonction de variation d'intensité, il vous faudra des lunettes de soleil. Si vous êtes derrière la hitbox, nous proposons donc une fonction de variation d'intensité et même un blanc modulable afin que vous puissiez changer ou mélanger la teinte du blanc. Je n'aurais jamais pensé qu'il faudrait choisir entre différentes options. Vous avez un câble noir et un câble blanc. C'est quelque chose. Je ne savais même pas que c'était possible. Merci pour cet éclaircissement. Mais dans l'environnement,
Vous savez, on est tous déjà allés dans des aéroports, dans des restaurants, de grands lieux, etc. Donc c'est génial de voir l'introduction des caissons lumineux dans tous les environnements. Et vous êtes comme moi, donc vous vivez cette industrie. Comme notre public qui regarde aussi, on le vit. Donc à chaque fois que tu vois un visuel, tu te dis « Oh, waouh, c'est quelque chose qui arrive. » Non, c'est motivant de se rassembler. Quand tu regardes, on va bientôt voir quelques exemples d'erreurs courantes. Donc en termes d'application, en termes d'environnement, lors de l'utilisation, qu'est-ce que tu observes? Oui, très souvent, quand je suis en voyage d'affaires, par exemple lors d'un salon, je regarde toujours les caissons lumineux. Et dans ce cas, tu vois quelques exemples. Ce que tu vois ici, c'est par exemple qu'ils ont oublié de mettre un tissu occultant dans le caisson lumineux. Donc tu vois la couleur du mur du fond à travers le caisson lumineux. Donc on peut éviter cela en utilisant un tissu occultant noir. Ce qui est aussi important avec un tissu occultant, c'est de mettre le mauvais côté, enfin, le bon côté à l'intérieur, bien sûr. Donc, il faut toujours mettre le côté blanc à l'intérieur pour la réflexion de la couleur. Ce que tu vois ici, c'est un mélange de différents types de caissons lumineux, donc il faut aussi éviter d'avoir des fabricants différents ou des lots de production différents. Tu vois ici une différence de couleur, et c'est pareil ici. Par exemple, tu utilises un caisson lumineux avec des LED gravés dans une pièce, il faut toujours veiller à ce que les dimensions soient exactement les mêmes. Sinon, tu auras un autre Sinon, tu verras forcément la différence. Et moi, je suis amateur et je vois déjà ce qui ne va pas avec cette photo. Oui. Et ça arrive assez souvent qu'ils oublient tout simplement de mettre la gravure en silicone. Oui, c'est incroyable. Donc parfois, ils ne la mettent que sur le dessus, donc ça pend devant le caisson lumineux. Mais on a tous vu des gens poser des visuels. Moi, par exemple, je suis déjà passé devant une banque et je les ai vus essayer de passer la raclette, et puis... C'est justement le travail de ton client, de ton public d'imprimeurs, de leur enlever ce stress, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens qui travaillent dans ce magasin ou cet environnement de vente installent eux-mêmes les visuels. Oui, mais d'un autre côté, c'est assez simple. Donc, avec quelques petites instructions de la part de notre client, ça aidera l'utilisateur final. Nous avons de la chance à FESPA d'avoir les experts de l'EFCA pour nous aider sur place lors de l'exposition. Donc merci. Oui, je t'en prie. Je ne me ferai pas confiance pour poser des visuels. Tu m'as probablement déjà vu à l'œuvre aussi. Et si on passe à la diapositive suivante? Oui, ici tu vois ce qui arrive assez souvent aussi, c'est qu'ils mettent le mauvais côté, dans la rainure. Donc ils mettent d'abord le tissu au lieu de la bande silicone. Oui. Bon, ce ne sont pas les pires photos que tu aies vues, n'est-ce pas? Non, certainement pas. Je pense que tu as raison. Regardons-les un peu plus tard. Donc oui, partagez dans le post, partagez vos pires photos de ce que vous avez vu. Oui. Donc, nous avons évoqué quelques problèmes courants. Nous allons donc passer au troisième sondage, qui est lequel de ces 7 problèmes reconnaissez-vous le plus? Donc, s'il vous plaît, le sondage est maintenant en ligne. Donc, nous avons évoqué certains défis, des problèmes, alors n'hésitez pas à nous en faire part. Harold, aussi, est-ce que le prix est un facteur? Il est toujours important de connaître le budget, bien sûr. Si vous connaissez le budget et si vous savez si un client est exigeant, c'est toujours important. Est-ce une question de prix ou de qualité de la lightbox? Ce que nous voyons assez souvent aussi avec les offres, c'est que nous faisons une proposition et parfois on nous demande « Et pourquoi êtes-vous plus cher qu'un concurrent ou qu'un collègue sur le marché ?» Et quand j'obtiens toutes les informations, je constate souvent qu'il y a trop peu de lumière dans la lightbox LED. Donc ils comparent, comment dites-vous en Angleterre? Des pommes et des oranges, je crois. Oui. Donc, c'est toujours important d'éviter cela et aussi d'avoir le bon produit pour, l'utilisateur final. Fantastique. Donc, nous voyons maintenant, merci d'avoir partagé vos problèmes, et de les avoir reconnus. Donc, on passe de la migration de l'encre à la déformation du tissu, donc il semble que 50% concerne la déformation, et maintenant le tissu est à 60%. Donc cela concerne l'étirement et le rétrécissement en termes de dimension. Il y a aussi l'effet d'ombre, je pense, qui entre en jeu. Oui. C'est le deuxième défi, donc c'est l'effet d'ombre, qui arrive là. Nous avons entendu 3 domaines. Donc, nous avons entendu les fabricants de tissus, nous avons entendu les fabricants de cadres avec FK, nous avons aussi entendu Durst pour la technologie d'impression,
Donc, nous avons maintenant une meilleure compréhension. Donc, nous allons maintenant passer à une vidéo de Durst, Absolument. avec les commentaires de Hans. Oui, cette vidéo est, parfaite pour montrer quelques éléments sur la façon dont un rétroéclairé est produit et imprimé, et c'est vraiment du pixel au résultat final. Comme vous le voyez ici, le flux de travail développé en interne par Durst sert à préparer les fichiers d'impression, à faire la bonne imposition, bien sûr à sélectionner le bon profil colorimétrique en combinaison avec le support, pour garantir, évidemment, la cohérence pendant la production et surtout pour le résultat final. Donc le support est chargé dans la machine, il s'agit du Polaris Stretch Material de TTS, qui est très stable. Nous avons obtenu d'excellents résultats, notamment pour les applications rétroéclairées. Comme mentionné précédemment, la machine T5TX est entièrement en ligne. Ce que vous voyez ici, c'est l'arrière de la machine avec le séchage infrarouge complet, les plaques chauffantes, le capot se ferme pour garantir une bonne homogénéité de la chaleur grâce à cette fixation sans contact. Lorsque nous utilisons un mode d'impression rétroéclairé, nous sélectionnons toujours une quantité d'encre plus élevée afin d'obtenir la bonne vivacité et l'intensité des couleurs, et l'aspect avancé. Ce que vous voyez ici, c'est un système avancé roll-to-roll, avec certains avantages pour garantir la bonne tension du matériau pendant l'impression, afin de s'assurer qu'il soit parfaitement plat au moment de l'impression. Bien sûr, c'est en ligne, donc après l'impression, les encres sont directement séchées et également polymérisées, donc le résultat sort complètement prêt, instantanément près de la machine. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau du rembobinage, on obtient ces couleurs de sublimation typiquement vives et très intenses. Donc, c'est le test de frottement pour vraiment voir et s'assurer que l'adhérence est correcte. Bien sûr, comme cela a aussi été mentionné auparavant lors de l'expédition. Si je ne me trompe pas, Harold. Et ça, est-ce que c'est fait avec chaque matériau aussi? Oui. Tu passes par ce processus? Oui, si je ne me trompe pas, Harold, c'est la boîte à lumière EDF 60 LED avec. Oui, notre boîte à lumière la plus vendue. C'est vrai. Oui. Celle avec le rétroéclairage derrière, sur le mur du fond. Oui. Donc, ça évite les zones d'ombre. Oui. Tu le vois sur la photo. Donc, ça aide vraiment à mettre en valeur l'intensité de cette technologie d'impression. Oui. Donc, voici le produit fini. Des clients satisfaits. Très bien. Et j'ai vu la nouvelle campagne réalisée chez Durst. Correct. Oui. Du pixel au produit fini, tout est fait en interne. Et dans une région magnifique du monde. J'ai eu le plaisir de passer près de Brixen l'autre jour. C'est vraiment une région superbe. On peut appeler ça une petite entreprise du Tyrol. Oui, très bien. C'est magnifique. Oui. Harold, ça m'étonne toujours. Vraiment, c'est génial de voir comment tout s'assemble. Mais je reste perplexe et je ne comprends toujours pas pourquoi les clients continuent d'assembler eux-mêmes leurs caissons lumineux. Oui, et très souvent, ils font des erreurs qu'on peut évidemment éviter. Donc ce qu'on voit très souvent, c'est qu'ils fabriquent des caissons lumineux avec des LED sur les bords, donc des LED en bas et en haut du caisson, avec, une distance trop grande. Et du coup, on voit forcément une zone d'ombre au milieu. Et c'est pareil avec le rétroéclairage. Si on place les LED trop éloignées les unes des autres, alors on verra des points lumineux ou des zones d'ombre entre les bandes LED. Et ce qui se passe aussi, c'est que si l'impression est trop proche des LED, on voit les points lumineux des LED à travers l'impression. Très bien. En plus, nous avons abordé les aspects techniques. Passons à l'atelier de production. Allons voir ces défis pratiques. Brandy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques sur le terrain, en production? Eh bien, on nous pose souvent des questions sur le revêtement. Et le revêtement sur les textiles est généralement à base d'eau ou en polyuréthane, PU ou en PA, c'est-à-dire un revêtement polyacrylique. Parfois, il s'agit d'une seule couche de revêtement, parfois il y a plusieurs couches, qui sont appliquées selon l'utilisation prévue du tissu. Et le revêtement peut être un revêtement d'impression pour des encres UV, latex ou solvant, et ensuite on imprime sur ce revêtement. Ou bien le revêtement peut se trouver à l'arrière du tissu pour améliorer la diffusion de la lumière ou, pour le rendre occultant, et dans ce cas, on imprime sur la face non enduite pour la sublimation, bien sûr. Parfois, on nous demande aussi quelle est la face imprimable. Vous pouvez trouver cette information sur notre site web, ainsi que sur la fiche technique que vous pouvez télécharger. Une autre question concerne, le stockage de nos textiles. Comment doit-on les stocker? Eh bien,
Les textiles doivent être stockés dans un endroit sec et il est important de laisser un rouleau s'adapter à la température ambiante. Donc, il faut le sortir du stockage au moins 24 heures avant l'impression, près de l'imprimante, sinon il sera trop froid et cela faussera bien sur les résultats. Ça me ressemble bien, ça. J'en ai besoin aussi. Toi aussi, tu as besoin de 24 heures. Oui. Et Hans de Durst aussi, qu'est-ce que tu observes du côté de la production? Eh bien, on constate une prise de conscience croissante concernant la durabilité. Cela devient de plus en plus crucial dans l'ensemble du processus de production avec les clients. Donc bien sûr, avec la taille de texte P5, nous avons l'approche et le système de fixation en ligne, ce qui est très avantageux et cela réduit la consommation d'encre. Si nous avons la machine sans la fixation en ligne, elle consomme même moins d'énergie, ce qui devient un facteur de plus en plus important dans le coût opérationnel total pour les entreprises d'impression grand format. Surtout lorsque vous comparez cela au calendrage hors ligne avec les moteurs Monty ou Cleverick, il faut plus de temps à ces machines pour chauffer et être prêtes pour la production. Oui, une consommation d'énergie plus élevée est automatiquement liée à ces exigences. Et cela rend la fixation en ligne, le système Twin, plus efficace, non seulement en termes d'utilisation et de nombre d'étapes, mais aussi en ce qui concerne la consommation d'énergie. Et bien sûr, moins il y a d'étapes, moins il y a de coûts opérationnels, ce qui le rend plus. Les entreprises. Permettre aux entreprises de travailler de manière plus durable. Très bien. Merci. Oui. Brandy. Oui. Une question de ma part, à laquelle j'ai pensé ce matin. Comment reconnaît-on un mauvais textile? Eh bien, c'est difficile à reconnaître, parce que cela ne se voit pas, sur le rouleau blanc lui-même. Cela se révèle lorsque vous imprimez un rouleau. Quand vous commencez à imprimer, alors vous pouvez voir s'il y a un défaut ou non, ou parfois, quand vous commencez le calendrage, ou même parfois quand vous le placez dans le cadre. Mais simplement en regardant le rouleau lui-même, vous ne verrez pas si c'est, de bonne ou, de mauvaise qualité. Donc il faut vraiment l'imprimer. C'est là que vous verrez. Merci. C'est super de voir que nous avons des participants qui rejoignent le webinaire depuis la Pologne, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Australie. Je pense que Graham, peut-être de FESPA, notre expert technique, et peut-être aussi en ligne. Faisons-le venir dans le public la prochaine fois. Invitons-le au webinaire la prochaine fois. Nous avons abordé la question de la durabilité. La durabilité est extrêmement importante, non seulement pour vos clients, mais aussi pour les clients de vos clients. Il y a des réglementations qui arrivent de l'Union européenne. Cela va devenir plus strict. Ça ne va pas devenir plus facile. Et chez FESPA, nous préparons des guides sur la durabilité. Nous envisageons aussi de fournir des informations sur le greenwashing, afin de pouvoir partager ces informations avec la communauté. Les caissons lumineux, ce sont une option durable. Le cadre est quasiment permanent. Vous pouvez changer le visuel facilement. Cela en fait également une solution durable. Hans, quels sont-ils? Options de durabilité chez Durst. En fait, comme nous l'avons déjà évoqué, il s'agit surtout de la consommation d'énergie, un point qui devient de plus en plus crucial pour les entreprises. Cela fait partie de l'ensemble de leur processus de production et, bien sûr, permet de mieux maîtriser les coûts d'exploitation. Donc, cela devient de plus en plus un facteur décisif pour les entreprises dans leur choix d'investissement et dans la manière dont elles investissent. Elles sont donc plus conscientes, plus attentives à la durabilité et à l'environnement. Et Harold, la durabilité chez IFCA? Oui, nous produisons uniquement des cadres en aluminium, bien sûr, et l'aluminium est un matériau que l'on peut recycler. À l'infini, ce que nous faisons, c'est que nous économisons et collectons tous les déchets générés pendant la production. Donc, lorsque nous produisons des cadres, il y a toujours des chutes et nous les collectons pour qu'elles soient également recyclées. Et c'est très bon à savoir pour toi, Michael. Nous serons à Vespa. Tu devrais absolument venir visiter notre stand car nous allons y présenter un cadre 100% recyclé. TTS convivial, eh bien, nous travaillons déjà dessus. Et vous aviez lancé de super produits à FESPA l'an dernier. Il y avait cette nouveauté. Le solaire, oui, c'est sans PVC, une alternative si vous êtes producteur ou consommateur de PVC, c'est donc une alternative à cela.
Mais nous avons aussi des textiles fabriqués à partir de polyester 100% recyclé et nous constatons également que le recyclage chimique devient beaucoup plus développé. Donc, c'est possible. Nous pouvons aussi faire du recyclage mécanique, ce qui permet de broyer la matière et de l'utiliser dans des meubles, des sacs de frappe ou ce genre de choses. Donc, cela existe déjà et prend de plus en plus d'ampleur. Et je suis fier de dire que nous avons déjà mis en place le recyclage de la bande PVC. Donc, c'est complètement circulaire à l'heure actuelle. Merci. Harold, les caissons lumineux sont-ils livrés prêts à l'emploi? Seront-ils prêts à Berlin? Pas toujours, c'est comme ça, cela dépend toujours de la distance par rapport à notre site de production. Donc, surtout dans les pays directement voisins des Pays-Bas, nous envoyons tout découpé sur mesure. Mais si nous allons plus loin, parfois les frais de transport sont plus élevés que le cadre lui-même, surtout si vous avez un cadre non éclairé de petite taille. Et pour cette raison, beaucoup de nos clients dans des pays plus éloignés achètent des barres en 615, ils achètent les composants et découpent eux-mêmes les barres. Ainsi, ils produisent les cadres pour les marchés locaux. Très bien. Et en dehors du cadre, Brandy. Le textile joue un rôle incroyablement important pour l'apparence, la qualité. Quels matériaux textiles donnent les meilleurs résultats? Eh bien, cela dépend de la technique d'impression. Ce qui est disponible chez l'imprimeur, c'est que l'impression UV comme la sublimation peuvent être utilisées pour créer de superbes visuels dans les caissons lumineux. Pour l'UV, nous proposons différents tissus tissés enduits, comme le pearl ou le mercury. Et nous proposons un tissu tricoté enduit qui s'appelle Leadbox Soft Knitted. Et ils sont tous disponibles jusqu'à 5 mètres. Et pour la sublimation, nous avons le Polaris Stretch, comme nous l'avons vu dans la vidéo, donc qui est parfait pour la sublimation directe. Et Polaris Touch est un tissu tissé qui s'étire dans les deux sens et qui n'a pas de revêtement, mais son tissage très serré offre une diffusion de la lumière parfaite. Et nous avons aussi un Saturn Supreme, qui est un tissu tricoté épais pour caissons lumineux, également sans revêtement, ainsi qu'Altamis, spécialement conçu pour le transfert par sublimation. Et la plupart des textiles de notre gamme, comme mentionné précédemment, sont également disponibles en version recyclée. Fantastique. Nous sommes dans les temps, ce qui est une bonne nouvelle, alors passons à quelques questions du public. Harold, une question pour FK. Comment nous assurons-nous que l'éclairage respecte les normes de sécurité électrique de l'UE, alors que tant de systèmes sont fournis depuis l'Asie? Oui, c'est important. Donc, chaque caisson lumineux que nous produisons, nous avons une certification CE. Nous testons donc tout dans notre rôle de production et, avant que cela ne quitte l'usine, nous apposons l'étiquette avec la certification CE afin que le client soit, la douane. Le client sache que le produit est fabriqué selon les bonnes règles. Et une autre question, Graham aimerait connaître l'avis du panel sur les techniques de gestion des couleurs qui permettent d'obtenir la meilleure constance des couleurs. Oui, bonne question. Nous avons différents outils à disposition, également dans le flux de production, bien sûr. On utilise la méthode standard de création de profils colorimétriques. Cela se fait généralement avec des spectrophotomètres, notamment Barbieri. Mais nous avons différents outils dans le flux de travail d'Host pour vraiment garantir cela. Parce que nous constatons également que créer un profil pour une encre de type sublimation est différent par rapport aux encres UV. Elles ont des caractéristiques différentes. Et cela nécessite une méthode de mesure différente pour garantir des profils corrects. Merci beaucoup. Et Harold, la question à laquelle j'ai pensé. Lors de mon voyage ici, il y avait la signalétique numérique est partout. Quand on regarde ces écrans LED, etc. Est-ce qu'on va voir une combinaison à l'avenir? Quel est l'avis de FK? Il y aura certainement un marché pour les deux. Si vous regardez un écran LED, vous êtes bien sûr plus concentré sur l'écran LED. Mais si vous avez une pièce remplie uniquement d'écrans LED, cela peut devenir un peu écrasant. Donc, je pense qu'il y aura un marché pour les deux. Et ce que nous faisons aussi assez souvent, c'est de produire un cadre textile avec une incrustation pour un écran LED, par exemple.
Donc la combinaison existe aussi. Très bien. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps imparti. Merci d'avoir participé au webinaire. J'espère que cela vous a intéressé et que vous avez trouvé de nombreux conseils et astuces. Merci beaucoup d'avoir pris part à la discussion. Continuons la discussion. Hans, Harold, Brandy, je vous verrai en mai à FESPA. Nous nous retrouverons en personne lors de l'événement, un événement rempli de caissons lumineux et de nombreuses solutions d'affichage également. Il y a une quantité incroyable de questions qui arrivent. Merci à vous d'avoir organisé cet événement. Ce webinaire sera disponible en replay. N'hésitez donc pas à le regarder plus tard. Nous répondrons à autant de questions que possible. Merci de votre participation. Merci à Durst. Merci à Texo Trade Service, TTS. Je suis un ancien du secteur, donc je me souviens de Texo Trade Service. Donc merci à TTS. Et merci, comme toujours, à FK. Il y aura un sondage. Alors, s'il vous plaît, suivez l'événement. Merci de nous donner votre avis sur l'événement. Parlez-nous des sujets que vous aimeriez voir à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir participé. Et nous vous donnons rendez-vous en mai à Berlin, en direct au Feste Show. Merci Michael. Merci à tous. Merci. Merci de votre participation.